Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Béatrice Philippe, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir et, je dois le dire aussi, un honneur insigne de vous recevoir sur Radio J ce matin, ce vendredi. C'est un honneur pour moi et une joie pour moi d'être avec de têtes amis. Voilà. Alors, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir sur Radio J. Vous êtes professeur émérite des universités, vous êtes une spécialiste de l'histoire des Français juifs sur la longue durée, j'allais dire sur la longue durée de la modernité politique. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, on y reviendra, notamment une tragédie de la belle époque, l'affaire Dreyfus, qui m'a beaucoup inspiré moi-même lorsque j'avais réalisé de modestes travaux sur la question. Vous avez longtemps enseigné à l'INALCO et vous êtes aujourd'hui donc professeur émérite des universités. Vous nous revenez avec une saga familiale sur une des grandes familles françaises, on va dire, qui a marqué l'histoire de ce qu'on appelle le franco-judaïsme, on y viendra dans un instant, les Halévi. En effet, les Halévi, c'est plusieurs générations de personnes qui ont apporté leur pierre à l'édifice de la culture française, de Fromental à Élie. On va évoquer tout ça. Alors, commençons par le commencement. Cette famille n'est pas française d'origine, elle est allemande, et ça commence à la yeshiva de Fürth, où effectivement l'ancêtre, Élie, est un homme très pieux, on va dire, qui est même pas un homme de la Haskalah, il est vraiment dans la tradition religieuse la plus orthodoxe pour l'époque. Par quelles circonstances Béatrice Philippe va-t-il choisir l'exil vers la patrie qui représente effectivement déjà à l'époque, pour beaucoup de juifs d'Europe centrale, une attraction extraordinaire? Eh bien, moi je l'aime beaucoup, ce monsieur. Il est peu connu. Il est peu connu. Il est peu connu. Et quand on a fait une exposition sur la famille Halévi, il y a de ça 20 ans, j'avais aucune idée, on m'a demandé de m'occuper de lui. Ah oui? Oui. Et ça m'a étonné parce que j'y connaissais rien. Ah, il s'appelait pas Halévi, il s'appelait Lévi. Il s'appelait Monsieur Lévi tout court. Et pourquoi? Alors comment ils sont devenus Halévi, justement? On y vient. N'allons pas trop vite. Alors, l'Allemagne n'était pas l'Allemagne que nous avons connue, hélas. C'était un pays disséminé dans des tas de petites départements, si je puis dire. C'est pas des départements. On peut dire des principautés. Des principautés, bravo, Béatrice, voilà. avec un petit roi Clé à la tête. Et là où ils étaient, c'était près de Nuremberg. De sinistre mémoire, si je puis dire. Enfin, c'est ce judaïsme allemand qui est souvent, effectivement, originaire de Bavière. Exactement. Voilà, avec un accent du Sud très prononcé quand ils parlent l'allemand. Ils sont bavarois, voilà. Moins prononcé que chez moi. Parce que moi, c'était l'Alsace, alors là, l'allemand était banni d'une part et surtout incompréhensible. Bon, alors là-dessus, ce jeune garçon est donc élevé dans une famille très très religieuse. Il raconte qu'à l'âge de 4 ans, il savait lire la Torah, ce qui paraît étonnant. C'était un beau garçon. C'était des gens extrêmement religieux. Or, déjà en Allemagne à cette époque-là, il y avait des gens qui s'élevaient contre cette montagne que les Juifs mettaient entre eux et les chrétiens. Ça ne sert à rien de se mettre complètement à l'écart. Et heureusement, il y a eu des grands philosophes qui l'ont dit avant eux. Notamment Moses Mendelssohn. Absolument, dont on présente souvent comme la version juive de la philosophie de la Aufklärung, des Lumières. Voilà. Alors c'était du genre, soyez juif à la synagogue et un homme ailleurs. Absolument, absolument. Et il y aura une déclinaison dans la Révolution française qu'on connaît, qu'on ne rappelle pas. Enfin, vous connaissez tout ça, bon. Enfin, nos auditeurs, vous pouvez le rappeler. Mais vos lecteurs le connaissent aussi. Et alors, du reste, ils ne s'entendaient pas du tout, ils en sont venus aux mains. Ils s'entendaient absolument pas, et ce Moses Mendelssohn était un pauvre diable, il avait du mal à vivre, et il était entretenu quand même par un certain nombre de philosophes allemands, qui n'étaient pas tout à fait comme les autres, et qui trouvaient que c'est vrai, il faudrait peut-être faire quelque chose pour ces juifs qui ne servent à rien. Bon. Et ce mouvement s'est propagé en Allemagne. Mais il restait très circoncis, si je puis dire, à une élite intellectuelle. Et le jeune Élie, il était ça. Et il s'embêtait dans sa yeshiva.
Il s'embêtait. Il parlait parfaitement l'hébreu, il lisait parfaitement les textes, mais il détestait qu'on parle ce judéo-allemand qui faisait rigoler, mais qui, lui, ne faisait absolument pas rire. Alors, je résume à très grands traits, c'est passionnant. C'est comme ça que commence la saga de cette grande famille française. Béatrice Philippe, La famille Halévy, c'est votre nouveau livre aux éditions Transmettre. On vous reçoit pour cela parce que c'est un livre événement aussi. Je crois d'ailleurs qu'on est les premiers à y consacrer une émission entière. Effectivement, c'est une saga, donc il faut qu'on la raconte dans la diachronie. Il va donc choisir Paris, ça l'amuse plus, pour résumer. C'est aussi la ville où il se passe quelque chose dans le mouvement des Lumières, je le résume à grands traits, bien sûr. Et il aura donc deux enfants qui sont restés dans la mémoire collective, Fromental, le célèbre musicien, la juive, on va en dire un mot dans un instant, et Léon qui devient un polytechnicien. Alors il est très fier aussi de ce Léon. Et il a des enfants géniaux, très intelligents, et il a une idée fixe, c'est qu'il veut les envoyer au lycée, et non pas dans les écoles juives. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'apprennent pas le judaïsme, mais ça veut dire qu'ils doivent d'abord apprendre la langue du pays qu'il connaît tout de suite, lui. Et bien que ce soit très dur, il a une vie très dure. Hein. Il y a 400 juifs à Paris à l'époque. Après, il y en aura un peu plus, 3000 à la fin du règne de Napoléon Ier. Mais enfin, c'est pas beaucoup. Non. On peut dire que les Juifs, à l'époque, sont concentrés dans 3 régions principales en France. Oui. L'Alsace, puisque vous en êtes originaire, Béatrice Philippe, on a une Alsacienne. Oui, c'était les pouilleux, hein, les Alsaciens. Je me ferais arracher les cheveux. Mais donc, l'Alsace, c'est un foyer de population important. La Provence et le comtat venessin. Et puis aussi la région de Bayonne, le sud-ouest, les Landes d'aujourd'hui, etc. Alors, la Provence, ils étaient plus provençaux que juifs. Oui, bien sûr. Et de même, les Bordelais. Tout à fait. Les Bordelais qu'on a accusés d'avoir fait le trafic des Noirs. Absolument. Bon. Voilà. Mais donc, il y a peu de Juifs à Paris, effectivement, à l'époque. Et puis alors, surtout, ces Juifs se détestent entre eux. Hein. Alors, justement, donc disons un mot, parce que effectivement, c'est une saga. Donc, vous racontez, après tout, l'histoire de cette famille, son déploiement transhistorique dans la culture française. Ça commence donc avec ce grand nom de Fromental Halévy, et je vais le dire comme ça, bon, de toute façon on peut résumer, ça va jusqu'à Pierre Joxe. Hein, aujourd'hui, au Parti Socialiste, il y a un membre éminent du Parti Socialiste. Oui. Enfin, non, mais je veux dire, que vous l'aimiez ou pas, peu importe. Il est le petit-fils d'un des principaux Halévy du XXe siècle, qu'on va évoquer dans un instant. Donc, Fromental, la Juive, 1835. Pourquoi c'est nouveau ? Oh, vous allez beaucoup trop vite. Non, je sais, mais c'est parce que le temps nous est compté. D'accord. Eh oui, il faut qu'on puisse parler de toutes les générations. Alors donc, il arrive à Paris, il demande de l'argent à la communauté qui n'en a pas, il chante le vendredi, voilà. Et il a une idée fixe, c'est d'envoyer ses enfants à l'école. À l'école payante. Absolument. Parce que l'école était payante. Et il veut pas qu'elle aille dans l'école juive parce qu'il veut qu'il parle le français comme il faut. Absolument. Correctement. Une certaine idée de l'assimilation républicaine. Une certaine idée de l'assimilation républicaine. Il faut être juif à la synagogue et un homme ailleurs. Alors, il a des fils géniaux, et en particulier son aîné, qui à l'âge de 7 ans, et c'est remarquable, entre déjà est admise à faire l'école des musiciens. Oui, Fromental. Fromental. Oui. De reste, pourquoi est-ce qu'il a ce nom ridicule de Fromental ? Par amour pour la République, qui a changé le nom des mois. Et le Fromental, c'est le mois on fauche le blé. C'est un mois très important, c'est le mois du pain. Donc, il l'a appelé Fromental. Il changera après en Francis, François, tout ce que vous voulez. Mais Fromental, c'était un peu républicain. Il l'a pas tellement, du reste, républicain. Et il change d'avis quand il faut changer d'avis. Et en particulier, il adore Napoléon. Et il écrit une ode à Napoléon, oui, comme tous les Français l'ont fait à l'époque. Et il a le premier prix. Alors que ce bonhomme était venu de son patelin en ne parlant pas un mot de français. Et 2 ans après, il écrit une ode à Napoléon qui est le premier de France. Et tout part de là. Maintenant, il faut dire qu'à l'époque, la France était, Napoléon et la suite, ils étaient fous de tout ce qui était exotique. Et le judaïsme, c'était l'exotisme. Et les femmes juives devaient être belles parce qu'elles étaient exotiques. Après, on a dit qu'elles étaient moches, c'est le contraire. C'est l'antisémitisme. Elles ne sont ni belles ni moches, il y a des belles, il y a des moches. Faut comprendre. Bon, alors là, il réussit très bien, le père, mais il a une vie modeste, et comme sa femme meurt, il doit élever tout seul ses 5 enfants,
dont une fille que nous avons oubliée, qui était remarquable et qui jouait très bien du piano, qui écrivait des extraordinaires, mais qui est morte bizarrement à l'âge de 19 ans. Et elle était fiancée avec un des petits-fils du fromental allemand. Mais je crois que vos auteurs ne comprennent rien parce que je vais tellement vite. Non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas. C'est un résumé et on traverse les époques avec vous. On reparcourt et c'est passionnant. 250 années d'histoire de France. En une heure, oui. Voilà. Et ceux qui voudront les détails, bien sûr, se reporteront. Ne vous inquiétez pas. Le livre. Et ben voilà. Exactement. La famille Halévy de la Yeshiva de Fürth de à l'Académie française. Alors justement, l'Académie française, c'est un moment de consécration républicaine. Nous sommes donc, si je ne m'abuse, en 1884. Oui. Et le petit-fils, donc Ludovic, qui est une personnalité célèbre de l'époque, à laquelle d'ailleurs se sont référés ses descendants, notamment Élie, bien sûr, auquel faisait allusion, mais aussi Daniel Halévy, qui aura le parcours que l'on connaît entre 1940 et 1944. Cet homme-là, effectivement, est admis sous la coupole de l'Académie française. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et en quoi cela symbolise-t-il, justement, Béatrice Philippe, je sais que vous y êtes depuis longtemps sensible, en quoi cela symbolise-t-il la grandeur historique de ce qu'on appelle aujourd'hui le franco-judaïsme, cette version juive et judéo-française du républicanisme? Oui, c'est ça. Tu dois être juif à la synagogue et français ailleurs. C'était vraiment le credo, C'était le credo de ces générations entières. Hein. Exactement. Qu'elles fussent d'origine allemande, alsacienne, polonaise, provençale. C'était plus difficile. Provençal, il l'était déjà. Hein. Oui, c'est ça, mais c'était leur credo, fondamentalement. Et ça a été un coup dur quand tout d'un coup on leur a dit qu'ils n'étaient plus français. Bien sûr. Mon père ou mon beau-père, tous ceux qui avaient fait la guerre de 14... Évidemment. Alors, restons sur Ludovic. Cette réception à l'Académie, c'est énorme. Oui. C'est le premier juif. Non, je crois qu'il y en a eu un avant, mais je suis pas sûr. On peut dire une bêtise. Ouais. Enfin, quasiment. Enfin, c'était vraiment très rare. Et du reste, ça a été critiqué. Parce que il a écrit des pièces qui étaient carrément, non pas anti-françaises, mais anti-catholiques. Et le catholicisme de l'époque, qui était un catholicisme également très réduit. Bien sûr. Mais les catholiques, voyaient, ils voulaient absolument conserver leurs ouailles et les juifs les dérangeaient. Absolument. Donc, il entre sous la coupole. Ça veut dire d'ailleurs aussi que la Troisième République, contrairement à ce que racontent tous les déconstructeurs d'extrême gauche d'aujourd'hui, était un régime particulièrement progressiste et libéral, puisqu'il a ouvert... La Troisième République ? Évidemment. Il a ouvert les portes, disons, des institutions de la République aux Juifs, et on le sait grâce aux travaux séminaux de Pierre Birnbaum notamment, mais aussi aux vôtres, Béatrice Philippe. Et donc, il y a aussi, évidemment, dans les années qui suivent, à la suite du pamphlet d'Édouard Drummond, le saisissement d'un antisémitisme de masse qui frappe à la porte, qui attaque la République et qui attaque les Juifs au sein, justement, de ces institutions de la République. C'est l'affaire Dreyfus, 1895. Comment la famille Halévy, demandez-vous, page 193, réagit-elle à cette attaque, ça, c'est très intéressant comme question. À cette attaque politique en règle contre le judaïsme français de l'époque? Bon, eh bien, d'abord, il faut dire la vérité, c'est qu'à chaque génération, ils ont épousé des femmes catholiques ou protestantes, souvent, des meilleurs milieux protestants, souvent des gens dont les parents étaient exilés en Suisse ou en Angleterre. Et ils sont restés là. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs au passage, c'est très intéressant, Béatrice Philippe, que ces unions mixtes favorisent, accélèrent en quelque sorte leur assimilation à la culture française? Exactement. Exactement. Alors, ces femmes ne sont pas du tout antisémites. Leurs enfants sont ni juifs ni chrétiens. Enfin, ils n'ont pas beaucoup de foi religieuse. Hein. Mais ils ont un grand respect pour le judaïsme et leurs grands amis sont juifs. Voilà. Et si vous voulez l'exemple type, là je sors du sujet, vous me direz, c'est Proust. Proust, dont le papa était un homme fervent de droite. Voilà, Adrien Proust, médecin, etc. Et la mère Jeanne Weil, alsacienne comme vous. Hein. Et la mère était extraordinaire. Ouais. Et cet enfant maladif, ils étaient tous dreyfusards, sauf le papa. Mais le dreyfusisme a révélé en France des divisions, j'allais dire, politiques. Tout à fait. Et on peut dire que la famille Halévy, dans son ensemble,
à l'instar effectivement de la famille de la mère de Marcel Proust, va prendre le parti très net, très clair de la révision du procès inique contre le capitaine Dreyfus. Alors, sautons encore d'une génération, je suis désolé, c'est un peu le principe de ces émissions, mais votre livre est absolument passionnant. Pour ceux que ça intéresse, il faut se reporter aux détails du texte, à la lettre du texte. La famille Halévy de la Yeshiva de Fürth à l'Académie française. Non, c'est trop long. Non, mais le titre. La famille Halévy de la Yeshiva de Fürth à l'Académie française. J'aimerais quand même qu'on évoque les deux grandes figures qui ont laissé leur nom au XXe siècle de cette famille. Bon, Pierre Jox, laissons de côté, j'ai compris que c'était pas votre tasse de thé. Non, attendez, laissez-moi finir. Donc, Élie, d'abord, c'est le combat contre le totalitarisme. Élie Halévy, d'ailleurs, ce fut l'un des maîtres de tous ceux qui, au XXe siècle, ont essayé de penser le phénomène totalitaire, à commencer par Raymond Aron. Vous pouvez nous le présenter, Élie Halévy ? Oui, alors Élie Halévy, oui, je le connais vaguement. C'est le deuxième frère de, comment il s'appelle l'autre? Il est né pendant la guerre de 70, et c'est un homme de droite, c'est un homme très calme. Alors de droite, c'est pas la droite. C'est pas la droite, c'est pas Patrick Buisson, hein. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est une droite libérale, modérée, bourgeois. Et profondément républicaine. Voilà. Et d'autant qu'ils ont tous été imprégnés par leurs cousins. Qui était carrément plus à gauche. Bon, alors, donc, ce brave homme, il ne voyage pas autant que ses cousins. Il n'est pas aussi mondain. Il est un philosophe. Et je trouve qu'il faut remarquer qu'à cette époque, le grand spécialiste de la Grande-Bretagne, hein, de l'histoire anglaise. De l'histoire, oui, il a fait sa thèse là-dessus. Mais en fait, les Juifs de cette époque-là étaient passionnés de philosophie. Oui. Et vous pensez que c'est lié à quoi d'ailleurs, Béatrice? Comment? Cette passion pour la philosophie de beaucoup de Juifs de la République, c'est dû à quoi d'après vous, Béatrice Philippe? Ben, je crois que c'est qu'ils n'étaient plus observants d'une manière juive, mais qu'ils n'étaient pas non plus prêts à se laisser embrigader, en dépit de leurs épouses, dans le monde catholique. Et donc ils trouvaient dans la conceptualité philosophique une sorte de substitut à l'ancienne orthopraxie. Exactement. Pour eux, c'était à la fois politique, social, économique et sentimental. La République nous appelle, on ouvre tout, c'est liberté, égalité, fraternité. Pour eux, c'était gigantesque comme... Ah, c'est passionnant. Alors, Béatrice, comment Élie Halévy, de cet intérêt pour l'Angleterre, les travaux qu'il a faits sur l'histoire anglaise, son admiration probable pour de grands hommes d'État comme Disraeli, etc., en vient-il à se faire justement le chantre de l'ère des tyrannies? Parce qu'en France, il y a quand même des gens intelligents et que finalement, on a mis le temps, on a trouvé que ce malheureux Dreyfus était un homme qui n'avait rien fait du tout. Tout à fait innocent, et il faut remercier un certain nombre grands écrivains français dont je me voudrais de citer le nom parce que quand même c'est connu. Je peux dire Émile Zola. Oui, bon. Alors, à ce moment-là, il y a des gens qui en ont pris conscience. Et même dans la noblesse française, quand vous lisez par exemple mon grand ami, dont j'ai oublié le nom parce que je suis un peu gâteuse, comment il s'appelle? Ah, le plus grand écrivain du 19e siècle, et même du début du 20e. Et l'ami, un monsieur qui était plutôt attiré par les dames, mais qui est un grand ami de la petite fille d'Halévy. Alors là, vous me posez une colle, mais c'est pas grave. c'est pas une colle. Non, c'est pas grave, on va retrouver. Ah non, mais il faut le trouver. En tout cas, bon, bref, donc cet homme-là... cet homme-là, il a compris que l'Église... C'est bien joli, mais il faut la modifier. Il faut que l'Église se modifie. Alors, restons sur Élie Halévy. Nous sommes dans les années 30, montée en puissance des totalitarismes, fascination quand on est à gauche de l'Union soviétique, fascination quand on est à droite des fascismes, modèle espagnol, modèle italien, la droite française, on l'a oublié. Non, mais on l'a oublié. Aujourd'hui, on croit qu'elle était... Mais la droite française, elle n'est pas libérale point sou. À l'époque, elle adore les fascistes. Bon, et elle va tomber dans les bras d'Hitler, les bons bourgeois de droite. Enfin, dans les bras, j'exagère pas. Dans les mains. Et donc, Élie Halévy rue dans les brancards, quelque part. Élie Halévy, il meurt. Oui, mais je veux dire, il rue dans les brancards avant. Il rue dans les brancards. Avec l'ère des tyrannies. Voilà, il dit que vraiment le monde est envahi par une nouvelle maladie qui correspond à la peste du Moyen-Âge et que
on est sur la mauvaise voie. Alors, il se chamaille avec son frère. Alors voilà, justement, il a un frère, on va en terminer par là, cette saga familiale absolument passionnante. Il a un frère qui s'appelle Daniel Halévy, qui est un écrivain d'ailleurs tout à fait estimable. Moi, à titre personnel, dans mes recherches, j'ai lu plusieurs de ses livres. Son livre qui est sur la Saône-et-Loire, où il critique gentiment les républicains francs-maçons de Saône-et-Loire, les élus radicaux, oui, etc. Attendez, j'ai lu aussi Le voyage aux paysans du centre. On peut dire qu'il avait une conscience de la ruralité très développée dans ce judaïsme français de l'époque. C'est un beau livre, d'ailleurs, qui continue à être intéressant. Et puis j'ai lu aussi, évidemment, des textes, on va dire, plus problématiques. Qui sont des textes de célébration à la Emmanuel Berle de la Révolution nationale. Pourquoi il a été de ce côté-là, historiquement, d'après vous, Béatrice Philippe? Bon, écoutez, d'abord, c'est une question, vous savez, c'est un petit cercle, tous ces gens. Alors, le cercle où l'on parlait de philosophie, à la Sorbonne, c'était essentiellement des maîtres juifs. Raymond Aron, et puis des gens, d'autres personnes, que je ne veux pas citer maintenant. Et... on peut dire que Raymond Aron a eu aussi en Allemagne un maître juif, puisqu'il travaillait avec le professeur de romanistique Léo Spitzer. Donc effectivement, vous avez raison, quand on remonte dans les filiations intellectuelles de ces hommes-là, on trouve Léon Brunswick, on trouve beaucoup de juifs français. Beaucoup de juifs français, voilà. Parce que c'était vraiment leur idéal. Liberté, égalité, fraternité, et le judaïsme, Dieu, on ne sait pas où il est, Dieu, et nous sommes fiers d'être juifs, nous n'avons aucune raison de nous cacher. D'abord, nous faisons toutes les guerres, nous sommes toujours au premier plan, et ça a été ça la grande déception. Mais alors pourquoi Daniel y finit pétainiste? Je crois que c'est une question de femme. Seulement. On peut rentrer dans les questions personnelles de M. Daniel Halévy. Non, mais je veux dire, il épouse, entre guillemets, les conceptions de sa propre femme. Non, elle était folle, sa femme. La femme juive, elle était complètement toquée. Il était très malheureux. Il n'a pas bien réussi. Financièrement, moins bien que les autres, bien qu'il ait eu beaucoup d'argent. Au fond, il avait beaucoup d'admiration pour la campagne, pour les travaux de la campagne, pour tout ce que faisaient ces gens, par rapport aux maisons horribles. Il l'avait montré dans le voyage auprès des paysans du centre. Voilà, c'est ça. Il aimait les paysans du coin, il trouvait qu'on était méprisants, ce qui n'était pas le cas des Halévy, pas du tout, mais au fond, il souffrait. Il souffrait, cet homme, mais pour moi, il est incompréhensible. Il s'est fâché à mort avec son meilleur ami. Vous le connaissez, un des fondateurs d'Israël. Je pense qu'il a dû se fâcher à mort avec Léon Blum, notamment, bien sûr, mais c'est pas un fondateur d'Israël, mais il a dû se fâcher à mort avec toute cette génération, bien sûr. Avec toute cette génération. Et avec les Georges Mandel et compagnie. Merci infiniment d'avoir fait un tour par Radio J. Je renvoie, et alors pour celles, mais à mon avis nombreux, Béatrice Philippe, que cette histoire, cette saga de la famille Halévy va intéresser et va passionner. La famille Halévy de la Yeshiva de Fürth à l'Académie française, édition Transmettre, et merci aussi à notre ami Michel Schneeberg. Exactement, oui, parce qu'elle est formidable. Hein. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.